Audio Jungle. Sport FM vous accueille avec joie, chers auditeurs, à l'heure du rendez-vous du foot européen. Augmentez le volume de votre poste récepteur là où vous vous trouvez. Ça va démarrer dans quelques instants. Nous parlons des majeurs et c'est ce qui nous intéresse dans ce nouveau numéro. Arsenal résiste à Manchester United. Le Real trébuche. Leipzig dans l'ombre du Bayern Munich. Du côté de la Serie A italienne, la Lazio Rome corrige l'Atalanta. Lorient qui crucifie le Paris Saint-Germain. Marseille-Rennes reporté pour cause de colère des supporters phocéens. Puis nous faisons le top et le flop du week-end avec les spécialistes qui nous accompagnent ce jour. Franck Nounyama est là. Bonjour Franck. Bonjour Angelo, bonjour Vincent, bonjour Delanov. C'est un plaisir d'être là comme toujours. En pleine forme, hein? En pleine forme. Merci Vincent Noussoulé, bonjour à toi. Franck, il a vendu la mèche. Donc, ah bon Laquelle? Ah oui, de ta présence. Voilà. Ah là là. Ah oui, tu voudrais un peu de suspense autour de la chose. Je voulais faire la surprise. La surprise, ah d'accord. Comment te portes-tu? Bonjour Angelo, bonjour à toutes les auditrices et auditeurs de la 91.9. Je me porte très bien, voilà, grâce à Dieu. Merci beaucoup. Delanov Atikoun, bonjour. Bonjour Angelo, bonjour le plateau et bonjour à toutes et à tous. Ah, il paraît que vous avez bien dormi hier. Naturellement. Surtout quand ça marque. N'est-ce pas? On en parlera tout au long de cette émission. Théo Ajavon et Elam Adovon gèrent le plateau technique de cette émission. Bonjour à tous, bonjour messieurs, mesdames. Fifia Sobwavi ne sera pas des nôtres aujourd'hui. Nous lui passons quand même le coucou au passage. PFE 654, je suis Angelo Fodico. Nous débutons l'aventure. C'est bien parti. Question de l'auditeur. Plateau Foot Europe. Alors, la première rubrique dans cette émission, il s'agit justement des questions des auditeurs qui nous sont parvenus, qui ont envie de comprendre beaucoup de choses. La première question est de Yendou Lamboni. Franck Nounyama, je vous l'envoie tout de suite. Il demande à savoir, qui pourra remplacer Villas-Boas à Marseille en fin de saison, parce qu'en cours de semaine, oui, le technicien portugais l'a dit qu'en fin de saison, il va quitter l'Olympique de Marseille. Marseille ne va pas bien, tout le monde voit ce qui se passe. La dernière fois d'ailleurs, il y a eu ce match reporté entre l'Olympique de Marseille et Rennes. Ouais. Les supporters déchaînés, désabusés, désorientés, déboussolés de ne pas comprendre ce qui se passe depuis un moment avec le Football Club de Marseille qui ne gagne plus, ouais. Qui sombre dans le classement. Donc à partir de ce moment-là, Villas-Boas qui, depuis le début de la saison ou bien depuis qu'il est arrivé, a laissé entendre que si c'était lui le problème, il n'hésiterait pas à partir. Donc je pense que c'est au sortir d'une discussion avec la direction du club que la dernière fois il a annoncé devant la presse qu'il n'est pas sûr de continuer après juin. Donc voilà, on a envie de changer maintenant. Qui va pouvoir remplacer Villas-Boas? On ne sait pas, c'est trop difficile de le dire puisque tout de suite, oui. Ernesto Valverde a été contacté, l'ancien entraîneur du Barça, il a dit non, qu'il avait envie de prendre un club qui pourrait jouer les premiers rôles. Pour l'instant, Marseille, c'est pas ça. Donc il y a d'autres entraîneurs qui sont libres en Europe, les Maximiliano Allegri, les Luciano Spalletti, voilà. Les Sirvinho, beaucoup d'entraîneurs qui attendent quand même de pouvoir. Il y a Frank Lampard qu'on vient de renvoyer maintenant au niveau de la langue. Est-ce qu'il peut venir en France? Il y a d'autres entraîneurs qui peuvent être contactés, mais pour l'instant, c'est difficile de pouvoir fixer les auditeurs. Maintenant, les négociations vont continuer. Marseille est un grand club et a besoin d'un entraîneur qui puisse, on va dire, répondre à ses ambitions. Le seul qui a remporté la Ligue européenne des champions du côté de l'Hexagone. La deuxième question, elle nous vient de Raphaël Kodjokodo. Pourquoi Zidane vit toujours son passage au Real sans vivre une crise? Voilà ce qu'il a dit. J'espère que vous avez un peu compris. À chaque fois que Zidane est au Real Madrid, soit c'est une crise de résultats. Très souvent, c'est des crises de résultats. On le dit, il doit partir, on doit l'évincer, on doit prendre quelqu'un d'autre. Pourquoi? Voilà, si je comprends bien la question de l'auditeur, c'est de savoir pourquoi Zidane ne part jamais ou bien n'est pas limogé après avoir fait ou bien après des résultats, des mauvais résultats. Moi, je pense tout simplement que le passé joue beaucoup pour Zidane. Avec ce qu'il a déjà fait au Real, cet exploit d'engranger 3 Ligues des Champions d'affilée en 3 ans et avec la Liga ou encore tous ces joueurs-là à qui il a donné confiance, je pense tout simplement que cela joue beaucoup
beaucoup pour lui. Maintenant, à un moment donné, à mon avis, il va falloir que Zidane quitte la barque parce que le discours ne passe plus. Il y a des joueurs qui ont été laissés pour compte et il y a des joueurs qui ont été laissés partir dans d'autres clubs sans grande raison, peut-être par sens de sentimentalisme ou manque de professionnalisme. On ne va pas se mettre à les citer. Il y a Reguilón, il y a beaucoup d'autres qui sont partis. Oui. Avec manque de professionnalisme de la part de Zinedine Zidane. Mais je pense qu'à un moment donné, si ça ne va pas du tout, il va falloir se séparer de Zidane comme c'est le fait à Florentino Pérez. Mais jusqu'alors, je pense que c'est l'amitié peut-être qui lie Florentino Pérez à Zidane qui le fait toujours suivre maintenir sur le banc. Au Real de Madrid. Sinon, ça commence à énerver. Troisième question, on va l'envoyer à Delano Fatikourou. La question est de savoir, le clash Lukaku-Ibrahimovic, règlement de compte ou buzz? Non, sûrement. La question est de Fongomi Kokuche. Sûrement un règlement de compte, parce que nous connaissons très bien le Suédois. C'est quelqu'un qui a une grande gueule, qui n'a pas sa langue dans la poche. On connaît très bien, surtout ces sorties-là qu'il a eu à faire après que Lukaku est débarqué en Italie et que c'est lui qui se chargeait véritablement quand il était encore au niveau de Manchester United. C'est lui il était la personne là qui le gérait en matière d'efficacité devant les buts aux séances d'entraînement. Oui. Et pour un joueur de cette trempe-là qu'est Romelu Lukaku, je serais également à sa place. Ça ne passerait pas. Maintenant, en tant que grand homme qu'on connaît, Romelu Lukaku sur les pelouses, je crois que ça a été de trop de la part de ces deux joueurs. Parce que derrière, si vous écoutez ou bien si vous lisez un peu ce qui s'était dit après les échanges verbaux là. On ne va pas sortir les mots je ne vais pas sortir les mots sur ce plateau, dur. Mais c'est vraiment dur. Pour un être humain, peu importe, cela décrit tout simplement que chaque homme a une humeur et ces humeurs-là ont des limites. Voilà. Dernière question, ça concerne toujours l'Olympique de Marseille. C'est Dodo Akako qui nous envoie la question. Le groupe de supporters de Marseille, auteurs des troubles, seront-ils interdits de stade après les enquêtes ? Naturellement, il y a beaucoup de supporters qui sont déjà mis en garde. Oui, on parle de plusieurs interpellations. Oui, plusieurs interpellations. Donc, les enquêtes vont pouvoir continuer. On va définir la responsabilité de tout un chacun dans cette violence-là. Oui. Si ça ne respecte pas la loi, ceux qui ont enfreint à la loi peuvent être amendés, peuvent faire quelques jours ou bien en prison ou bien en sursis. On pourra même leur retirer leur carte de membre de l'Olympique de Marseille. Sur certains temps, peut-être si c'est grave, on peut assister à un renvoi définitif. Donc, ils s'exposent à plusieurs sanctions si, on va dire, leur responsabilité est engagée. En tout cas, on suivra de toutes les façons l'actualité de ce match reporté entre Marseille et Rennes et puis tout ce qui s'en est suivi du côté de la commanderie. Fini pour les questions des auditeurs. Désormais, on ouvre la page des majeurs. English Premier League News. Le choc de cette 21e journée du côté de l'Angleterre, c'était Arsenal qui était en train de renaître de ses cendres face à Manchester United. Dans ce match, 0 but partout, surpris par le score ? Non, parce qu'au vu de la rencontre, on sent véritablement que c'était quand même deux équipes qui étaient, même si la journée précédente, il y a eu une défaite de Manchester United, mais vous savez, c'est ça aussi, la Première Ligue. Il y a de la tension, il y a de la compétitivité à chaque match, parce que nous savons très bien qu'au début de cette saison, c'est quand même une équipe d'Arsenal qui ne va pas très bien, mais depuis 5 journées déjà, cette équipe est sur la régularité. Exact. Et Manchester United, du côté de Manchester United, depuis que cette équipe a pris la première place, c'est comme... c'est une équipe qui se voit beaucoup plus beau et trop beau. C'est votre avis? Trop beau même. Il y a l'autre, un ancien de Manchester dont j'oublie, je pense que c'est Roy Keane qui dit Manchester a peur de se mêler à la course au titre.
Naturellement, parce que il a raison de dire ça. Vous voyez une équipe qui a quand même de la qualité. Vous avez Marcus Rashford, vous avez des joueurs au milieu de terrain comme Bruno Fernandes qui ont quand même une palette technique assez efficiente. Et derrière, c'est quand même une équipe de Manchester qui est un tout petit peu frôleuse défensivement. C'est dire que oui, il y a la qualité, mais on ne profite pas vraiment de ces qualités-là. C'est bien vrai que Manchester United au début de la saison, peut-être par rapport à la saison passée, on peut se dire que oui, cette équipe fait une très belle saison jusqu'alors, mais sur ce match-là, je me dis, il y a manqué également de l'efficacité devant, parce que vous tirez 13 fois au but et c'est simplement 3 tirs cadrés. C'est difficile pour une équipe qui ambitionne aller titiller le titre quand nous savons qu'il y a Manchester City à côté qui est une fer de lance, qui marque à tout bout de champ. Il va falloir être très efficace devant pour pouvoir aller titiller Manchester City qui naturellement a pris la première place. Cette équipe de United, vous la voyez toujours rester derrière City après dans les 5 prochaines, les 10 prochaines journées, vu le rythme qui est imprimé justement face aux adversaires? Je pense qu'ils ont retrouvé un nouveau souffle depuis un moment et ils sont en train de le prouver. Sur ce match contre Arsenal, on sait que les matchs entre Manchester et Arsenal ont été toujours compliqués. Voilà, c'est pratiquement un derby dans ce championnat-là. Donc, c'est difficile de pouvoir faire la différence. La dernière fois, ce n'est pas les occasions qui ont manqué. Maintenant, Manchester est en train de prouver que il fait partie de ceux qui peuvent gagner ce titre. Il est revenu peut-être dans le Big Four. C'est un peu ce qu'ils sont en train de faire parce que Pogba se retrouve, parce qu'il y a d'autres joueurs, les Martial, les Bussaka et tous les autres se retrouvent et rentrent un peu dans la philosophie de jeu désormais de Ole Gunnar Solskjaer. Donc à partir de ce moment-là, on peut mettre à une pièce sur eux. Maintenant, le championnat anglais est un championnat compliqué, difficile et beaucoup de surprises peuvent arriver. Ce qui fait mal ou bien ce qui fait le malheur peut-être... United, avant de vous laisser continuer, a du mal à gagner face aux gros. City, Arsenal justement match nul, Liverpool. Oui, et puis c'est un club qui a perdu beaucoup de points à la maison. Or, quand on veut gagner le championnat, très fort à l'extérieur. Quand on veut gagner ce championnat, il faut être dur, solide à domicile, prendre le maximum de points. Pour l'instant, ce n'est pas le cas de Manchester. Donc, ce qui peut faire le malheur de Manchester, c'est que l'autre Manchester également se retrouve désormais derrière et en tête. Donc, la lutte va continuer jusqu'à la fin. Je crois que ce suspense-là, on va le vivre jusqu'à la fin. En tout cas, de bout en bout, City qui a un match en moins, justement par rapport à ses autres concurrents. La première victorieuse de Thomas Tuchel à la tête de Chelsea, ça se commente aussi. Oui, ça se commente et d'ailleurs c'est un très bel bienvenue à ce coach-là parce que son arrivée, voilà. Comment vous appréciez cela? C'est bon? Bon, ça va se juger sur les résultats. D'accord. Ça commence bien pour Thomas Tuchel. C'est bien vrai, 2-0 avec un premier but depuis très longtemps de Marcos Alonso qui était garé par Lampard. Et Azpilicueta aussi. Donc, je pense qu'il est arrivé avec de nouvelles intentions, avec une nouvelle vision peut-être dans le jeu. Maintenant, il va falloir le scruter, le voir sur d'autres matchs parce que Franck vient de le dire et si vous voulez gagner la Première Ligue, il va falloir gagner aussi les gros et donc on l'attend sur un match contre un gros test pour Thomas pour voir évidemment si il fera mieux que ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain parce que c'est deux championnats différents, c'est deux championnats avec deux intensités aux antipodes. Donc, ce sera très dur, très difficile. Il a du pain sur la planche. De réussir, surtout à Chelsea, où le staff, le président et les supporters sont très exigeants. Mais aussi au niveau de la Première Ligue, il va falloir qu'il gagne parce que ça fait très longtemps et que voilà. Heureusement que Chelsea joue sans supporters depuis un bon bout de temps. On rappelle que Tottenham a été encore une fois battu par Brighton. Ça fait la deuxième défaite des Spurs en l'espace d'une semaine. Ce n'est pas du tout bon pour José Mourinho. Liverpool qui se relance en gagnant 3-1 face à West Ham United
United avec un doublé de Mohamed Salah. Leeds qui s'offre le scalp de Leicester, 3-1. C'est aussi un match assez curieux justement pour les hommes de Marcelo Bielsa. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, City a battu Sheffield United 1-0. Au classement, on retrouve City, 44 points, 41 pour Manchester United. Liverpool est 3e avec 40 points, 39 unités pour Leicester, 35 pour West Ham United. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Mohamed Salah, 15 buts, 12 pour le duo Harry Kane et Edmundson. Et la 22e journée, ça s'enchaîne déjà du côté de la Première Ligue anglaise. Ce sera mardi, Wolverhampton, Arsenal, Manchester United, Southampton. Mercredi, Burnley reçoit City. Et puis Liverpool va à Liverpool qui accueille Brighton. Le jeudi, le choc, Tottenham, Chelsea. Ah oui, José Mourinho qui retrouve son ancien club des Blues. Ce sera le véritable test de Thomas Tuchel, n'est-ce pas? Les deux équipes ont 33 points chacun, 6e contre le 7e. On va suivre ça de toutes les façons avec nos partenaires de Canal+. Herzlich willkommen zum Bundesliga. Alles über Bundesliga. Nous nous intéressons au championnat d'Allemagne parce qu'en début de saison, il y a eu on peut dire, cette belle victoire d'Hoffenheim face au Bayern Munich. Et là, on pourra sortir le mot de revanche, de règlement de compte cette fois-ci. Revanche, c'est mieux. Le Bayern qui a été sonné par cette victoire de 4-2, souvenez-vous de Hoffenheim d'Ilas Bebou. Les Bavarois avaient envie tellement de laver cet affront. Oui. Donc ils ont réussi à le faire la dernière fois face à cette équipe de Hoffenheim qui petit à petit perd un peu de sa verve. 4-1 à l'arrivée, avec, c'est vrai, il y a Kramaric qui avait fait mal à cette équipe dans cette victoire-là, n'a pas existé forcément. Mais Beau qui s'offre une passe décisive. Voilà, même s'il a marqué un but dans ce match-là, les Allemands les Bavarois ont été complètement supérieurs dans le jeu, dans la production, dans l'ambition. Donc on a retrouvé l'inévitable Robert Lewandowski, l'autre inévitable Thomas Müller qui a également marqué. Boateng a également participé à la fête à l'arrivée. Ça n'arrive pas tous les jours. Ça n'arrive pas tous les jours. Donc faire 4-1 pour le Bayern. Derrière, Leipzig également a suivi, on peut le dire, face à Leverkusen. Ça a été un match intéressant parce que c'est le top 3 qui jouait. Le duel des Européens. Qui jouait. Donc très difficile, très compliqué, mais à l'arrivée, l'ex-attaquant du Paris Saint-Germain, Nkunku, a sauvé le club de Leipzig pour le 1-0. Derrière, Dortmund également a fait le boulot. 3-1, mais ce qui est bizarre, c'est que Haaland n'a pas marqué. Donc 3-1 face à Augsbourg. Francfort a dominé. Hertha Berlin sur le même score. Union Berlin n'a pu faire mieux qu'un match nul face à Mönchengladbach, un but partout également entre Werder Brême et Schalke 04 qui continue de sombrer. Stuttgart bat Mayence 2-0, Wolfsburg domine Fribourg 3-0 et puis Cologne qui s'est baladé un peu devant Arminia Bielefeld, 3-1. Avant de vous laisser continuer, Franck Louniama, permettez-moi d'avoir votre avis sur ce duel Bayern-Leipzig ou encore Wolfsburg ou encore Leverkusen, certes, qui a dégringolé. Que voyez-vous dans ce chassé, pas chassé croisé, mais dans ce duel-là? Le Bayern va toujours prendre le dessus ou pourra être rattrapé avec la Ligue des Champions qui arrive? Non, mais le Bayern dispose également d'un très bon effectif qui est très expérimenté également. C'est là sa force? C'est là sa force parce qu'au-delà du fait qu'il y a de la compétitivité derrière avec Bayer Leverkusen, même si cette équipe a dégringolé, il y a Dortmund, Leipzig et puis sans oublier également le Mönchengladbach. Maintenant, entre ces équipes-là, il va falloir aller chercher les points à chaque journée pour être véritablement dans les roues du Bayern de Munich. Parce que quoi qu'on dise, même si du côté du Bayern de Munich, il y aura quand même la Ligue européenne des champions. C'est une équipe qui est très expérimentée, qui sait... tenant du titre, il faut le rappeler. Tenant du titre, qui sait véritablement aller chercher les points, surtout dans des périodes difficiles, et ils le font très bien. La question, elle me vient tout de suite à l'esprit. Est-ce que le fait aujourd'hui de voir les équipes que viennent de citer Delanov jouer sans public, ça joue sur leur performance? Oui, peut-être.
ça joue sur les performances des autres équipes, mais pas peut-être sur les performances du Bayern de Munich. Parce qu'on a vu le Bayern de Munich l'année passée sans supporter en Ligue des Champions. Ça s'est passé comme de la lettre à la poste. Hein. C'était quand même époustouflant. Ouais. Ça peut jouer au niveau des autres équipes parce que les autres équipes ont forcément besoin de ces fans-là au niveau moral, au niveau comme vous, quand vous jouez au ballon, vous avez besoin de public pour vous redonner. C'est évident, on se rappelle encore des interclasses. N'est-ce pas? Vous avez forcément besoin des acclamations de vos camarades, surtout de vos camarades filles. Pour, il a précisé. Avec des chansons. Hein. Pour donner le meilleur. Maintenant, à mon avis, je pense qu'il n'y a même pas de concurrence. Hein, au niveau de la Bundesliga. Tout le monde sait, on le sait, tu le sais. C'est le Bayern et les autres. Et les autres. Munich et les autres, parce que déjà le Bayern dépasse le RB Leipzig de 7 points. 7 points, oui. Et son concurrent habituel, c'est le Dortmund qui est aujourd'hui à la 6e place. 32 points, 32-45. C'est quand même 13 points de différence. C'est beaucoup. Et quand le Bayern, même à 4 points de différence derrière vous, je ne pense pas que vous pouvez le rattraper. Aujourd'hui, son meilleur buteur, Lewandowski. Inévitable. C'est quoi 24 buts en moins de 20 matchs. C'est quand même extraordinaire. Il est bien parti pour le Ballon d'Or cette année, cette fois-ci. Encore. Sauf que, oui, cette année, c'est possible, mais ce sera difficile parce qu'on voit quand même Lionel Messi et Cristiano Ronaldo renaître un peu de Ils sont là, Suarez n'est pas loin. Lui, Suarez n'est pas le même. Peut-être la Ligue des Champions Pourquoi va encore beaucoup jouer. Exactement. Et surtout que le Bayern a gardé son effectif. Ça démarre dans exactement 2 semaines. Hein, la Ligue des Champions, on en parlera justement dans cette émission. Franck Lunyama, vous poursuivez s'il vous plaît. Oui, donc on va parler donc, du nombre de buts, c'est 26. Exact. 26 marqués sur 9 matchs, un peu plus de 2 buts par match. Et au niveau des buteurs, ce qu'il y a à dire tout de suite, c'est que Erling Haaland n'est plus 2e, mais 3e désormais, puisque sur le match de Francfort, André Silva a réalisé un doublé, ce qui lui permet de revenir derrière Robert Lewandowski à la 2e position avec 16 réalisations. Robert Lewandowski, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est 24 buts marqués en 19 journées de championnat et 14 pour Erling Haaland, désormais 3e. Lorsque nous prenons le classement, le Bayern sans problème est en tête avec 45 points, suivi de Leipzig 38, 3e Wolfsburg 35 points, 4e Francfort qui revient dans la course 33 points, 5e le Bayer Leverkusen 32 points. On descend un peu pour retrouver Hoffenheim à la 12e position, le club du Togolais Illas Bebou, 12e 22 points, 14e Cologne 18, 15e Hertha 17, 16e Arminia Bielefeld, 17e Mayence qui est, on va dire, en position de relégable avec 10 points. Et puis Schalke, on le dit depuis, ça ne marche pas avec ce club de Gelsenkirchen. 8 points après 19 matchs. Bon, selon vous, sans langue de bois, c'est bon? Cette équipe est Bundesliga Silvaille. Oui, je pense. Si cette équipe ne se redresse pas sur les 5 matchs qui arrivent et qui enchaînent les victoires, je crois que c'est fini parce qu'on est à la moitié plus 2 de la compétition. Donc, c'est compliqué. Je me demande comment ils font pour chausser les crampons, porter les maillots à chaque match. C'est très difficile. Sachant qu'on va peut-être encore finir sur une défaite. Je me rappelle encore quand j'étais au campus, on a disputé 2 matchs de pôle au niveau du championnat universitaire. Et lors de ces 2 premiers matchs-là, on nous a battus. Et puis, c'est un coach, un confrère d'ailleurs, un doyen, je ne vais pas appeler son nom, il nous a appelé sous un arbre et puis nous a dit: vous êtes sûr d'aller disputer le 3e match? Donc, c'était pas la peine, quoi. C'est très difficile, c'est très difficile pour ces clubs-là qui ont connu de passés glorieux. Absolument. Et aujourd'hui qui traînent toujours dans la boue. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais aussi, dans l'adversité, on peut sortir le meilleur. Donc pourquoi pas. Schalke, continuez, hein. On est derrière vous. On le leur souhaite. Donc, Herr Nunyama, on poursuit justement l'aventure avec Nouvelle Destination. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, buena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Alors, dans le jingle, on parle du Madrid, on parle du Barça, et justement, chronologiquement, on va y aller. Le Real Madrid face à Levante, une équipe certes qui évolue à domicile à Casablanca sans Zinedine Zidane entre guillemets atteint Covid, et c'était David Bettoni qui était justement aux commandes, et le Real qui perd 2-1.
Et derrière, la presse qui s'en mêle, on parle d'une révolution, on parle d'un genou à terre. Quel commentaire vous faites de tout ça? Un genou à terre, ça fait rien. Le Real Madrid, Luis Mares, ou je ne sais pas comment il faut le dire. Allez-y seulement. Le Real Madrid d'aujourd'hui est devenu une équipe normale, comme le disent beaucoup de personnes, parce que ce n'est plus trop le grand Real Madrid qu'on a connu entre-temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Real Madrid est troisième au classement actuel, mais ce n'est pas trop ça. Le Real Madrid a concédé trop de défaites à ce début de saison qu'il ne le faisait. Donc, maintenant... Question sans détour, Real champion d'Espagne? Très difficile à dire. Question à 1000 malheureusement, je suis pas... Ça veut dire que c'est possible? C'est possible parce que... L'Atlético a 10 points d'avance, avec un match en moins. À 10 points d'avance, c'est possible. Je ne compte pas forcément sur les performances à venir du Real Madrid, peut-être, mais je compte plutôt sur les contre-performances de l'Atlético de Madrid. Ça, c'est quand même curieux. Oui, parce qu'il faut quand même reconnaître que l'Atlético de Madrid brille aussi par son inconstance à un moment donné. Oui. Même si c'est difficile, parce qu'on entrevoit quand même... Mais l'Atlético a beaucoup plus de certitude, non? Avec surtout cette performance de Luis Suarez qui est en train d'être répétée. Mais l'Atlético, le connaissant aussi, peut connaître des moments difficiles. Peut lâcher des points. Si le moral n'est pas au rendez-vous, il peut lâcher des points et se fait même rattraper par le Barça et le Real Madrid, parce qu'ils sont seulement à 10 points. Moi, cela n'est pas aussi grand que ça. Cet écart n'est pas aussi grand pour vous. Le Real Madrid ou le Barça. En tout cas, 10 points. 10 il points faut d'avance, il faut le juste préciser, 3 matchs Franck. pour rattraper 10 points de retard, sans oublier 3 le match. victoires, vous précisez. Oui, 3 victoires pour rattraper ce retard. Et ce qui est vraiment important pour les Colchoneros, c'est qu'ils ont encore un match en retard. Exactement. Et cette saison, on a remarqué que la grinta, la bista de cette équipe ont pris, on va dire, une certaine envergure. Je n'ai jamais vu une équipe de l'Atlético aussi sûre, aussi solide et solidaire. Peut-être en 2015 où ils ont été champions, ou 2014-2015. Voilà, donc c'est un peu cette même équipe qu'on retrouve. Donc cette équipe va être très difficile à aller chercher, surtout avec un Suarez en forme qui tire les coups francs, qui les marque, qui se sent bien, qui s'épanouit. Donc on peut mettre aussi une pièce sur cette équipe. Pourquoi pas? Le Real ne me paraît pas avoir les armes nécessaires pour aller chercher cette équipe finalement. Oui, il faut quand même rappeler justement, Angelo, que c'est rare de voir une équipe de l'Atlético aussi prolifique en attaque que les saisons dernières. Aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un changement là, en profondeur. Elle est la meilleure équipe au niveau de l'average de but. C'est quand même étonnant quand on connaît l'Atlético. Donc Simeone a amélioré quelque chose dans l'effectif. A beaucoup amélioré quelque chose dans l'effectif, surtout avec l'arrivée de Luis Suarez. Le meilleur buteur avec 14 réalisations. C'est quand même bien. C'est quand même très bien pour l'Atlético. On a parlé. Oui, mais encore mais. Apparemment, vous n'êtes pas satisfait, mais de toutes les façons, vous devez rester concentré pour le reste de la saison. On a parlé de l'Atlético, on a parlé du Real Madrid, on va s'intéresser au Barça, qui également a souffert face à Bilbao, qui plus est à domicile, 2-1. Mais quand même, il fallait gagner pour avoir de l'espoir pour continuer. Il fallait gagner au moins pour être devant le Real Madrid. Parce que déjà, c'est une équipe de Bilbao qui a sorti le Football Club Barcelone en Supercoupe d'Espagne, parce que c'est une équipe qui joue tellement bien avec Enika Muniain au milieu de terrain et qui joue tellement bien avec Iñaki Williams devant et qui cause énormément de problèmes aux défenses adverses. Et on a vu encore hier, même si à la fin le Football Club Barcelone est sorti vainqueur elle a été chanceuse dans cette équipe blaugrana. En quelque sorte, parce que la chance est également, il faut la provoquer. Ils sont partis la provoquer et à la fin, c'est une victoire à la clé avec également Lionel Andrés Messi qui marque ce coup franc et ce matin j'ai lu tout mur qui sera forgé contre Messi sera sans effet. Ça c'est une bonne blague ça. Sera sans effet, mais dans cette rencontre là hier, il faut reconnaître également que le Football Club Barcelone n'est pas véritablement serein. N'est pas véritablement serein depuis le début de la saison. C'est à quoi on est habitué maintenant.
mais à la fin, c'est la victoire qu'il faut tout simplement retenir, 2-1. En tout cas, on rappelle que Cadix, a courbé les chines devant l'Atlético, 2-4, 0 but partout entre Retafe et Alaves, 1 but partout entre Villarreal et la Real Sociedad. Et puis on parlait tout à l'heure de la défaite du Real Madrid, 2-1 face à Levante. Et puis le FC Séville qui s'impose avec la manière 2-0 à l'extérieur face à Eibar. Et au classement, on retrouve l'Atlético, seul patron, 50 points, 40 unités pour le duo Barça-Real Madrid. Séville, 39 points, 35 pour Villarreal. Et au classement des Pichichi, on retrouve Suarez, 14 buts, 12 pour le duo Lionel Messi et En-Nesyri du Maroc. Et la dernière qui est tombée il y a quelques heures, c'est que Karim Benzema, qui n'est pas toujours présent en équipe de France, c'est Florentino Pérez qui dit « c'est un immense gâchis » pour l'équipe de France de ne pas avoir Karim Benzema quand même en équipe de France depuis un bon bout de temps. Bon, c'est justement... Didier Deschamps ne pourrait pas quand même apprécier tout ça. Fini pour la Liga. Cette fois-ci, on va parler du championnat où le drapeau, il est vert, blanc et rouge. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Alors, l'information du côté de l'Italie, c'est le retour à la maison de certain Stéphane El Shaarawy. Ah oui, ça fait longtemps, on n'a plus entendu parler de lui parce qu'il était du côté de la Chine à seulement 29 ans. Et voilà, son contrat, il est fini de l'autre côté. Il s'est libéré, il est revenu en Italie et il signe à la Roma pour 2 ans. Et pour lui, l'objectif, c'est de pouvoir rapidement rejouer et pourquoi pas être dans la nationale et pour l'Euro 2020 de football. Et on parle justement de la 20e levée de la Serie A italienne avec Franck Lugnaman, le Milan qui toujours est secoué mais qui arrive à retourner la situation, qui gagne 2-1 face à Bologne et qui reste toujours patron de la Serie A italienne. Il le faut parce que on est, on va dire, à un moment crucial de ce championnat. Il va falloir prendre des points si on a envie quand même de jouer les premiers rôles, de rester en tête de cette compétition. Il faut prendre des points, ils le savent. Vous les voyez aller jusqu'au bout ? Oui, je pense qu'ils ont les moyens, ils ont les joueurs pour. Maintenant, derrière, il y a l'Inter qui va bien aussi. Oui. Il y a la Roma qui revient, la Juve qui n'est pas loin. La Juve qui n'est pas loin et qui peut toujours revenir avec l'expérience acquise sur plusieurs saisons. Oui. Ils sont 8 fois champions d'affilée. Voilà, donc c'est quand même une performance stratosphérique. Donc il faut toujours avoir peur de ces adversaires-là. Alors pour se donner une chance, c'est de gagner quelle que soit la difficulté des matchs qu'on affronte, et c'est ce que Ibrahimovic et puis ses coéquipiers ont fait devant Bologne. Je pense que c'est très bien de prendre des points. Le Milan, c'est patron avec 46 points, suivi de l'Inter Milan qui en a 44. L'Inter qui a corrigé Benevento 4-0 avec un doublé de Romelu Lukaku. Au passage, on va s'intéresser à ce match Atalanta-Bergame, Lazio-Rome à la fin. C'est la Lazio qui s'impose. La Lazio qui s'est également permis, on peut dire, une revanche, parce qu'elle était éliminée au niveau de la Coppa d'Italia par les Bergamasques. Par les Bergamasques, naturellement, on s'en rappelle encore. Mais la Lazio a très bien pris sa revanche. Il fallait le faire parce que également au niveau de la Serie A, il faut jouer, il faut aller chercher les points comme on le dit toujours. Et les coéquipiers de Milinkovic, Savic et puis et les autres ont quand même réussi à faire ce que peut-être la Juventus de Turin ou encore Milan n'ont pu réussir à faire, parce que dans ce championnat on a vu que Atalanta Bergame a tenu tête à ces équipes-là. Oui. Maintenant il faut quand même reconnaître également que la Lazio est sur une très bonne lancée depuis 2-3 saisons déjà. Ça revient un peu. Il y a un groupe qui est là, et derrière, c'est vrai que sur les coupes européennes, on ne les voit vraiment pas. D'accord. Mais en Série A, c'est une équipe qui met les bâtons dans les roues des équipes qui sont censées jouer les premiers rôles dans ce championnat. Parce que déjà, Atalanta Bergame, la saison passée, c'est une équipe qui a fait bonne sensation et en Série A et en Coupe européenne.
Notamment la Ligue des Champions. Notamment la Ligue des Champions, mais cette saison, ce n'est vraiment pas ça avec Duvan Zapata et puis Deroun et tous les autres. En tout cas, beaucoup de courage à cette équipe bergamasque, entraînée par un certain, le nom m'échappe, Gianpiero Gasperini, l'ancien qui est passé du côté de l'Inter, même si ça n'a pas marché. La Juventus qui s'impose 2-0 face à la Samp. Oui, on a souvent envie de dire que la Juve, c'est Cristiano, mais c'est pas tout le temps le cas. Ces dernières journées, ce n'est plus Cristiano. Voilà. C'est quand même une Juve plutôt collective. Et ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? De voir d'autres joueurs marquer des buts. Évidemment, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'en temps, on a vu que l'absence de Cristiano Ronaldo a beaucoup joué au niveau de cette équipe-là. Maintenant qu'il est là et qu'il ne marque pas, c'est quand même une bonne nouvelle pour le collectif. Le collectif en a besoin. Maintenant, la Juve est en train de revenir et surtout qu'elle a un match en retard avec le Napoli qui n'a pas encore joué. Donc, c'est possible que la Juve revienne jouer les premiers rôles. Maintenant, ce sera quand même difficile parce que la Juve doit revoir beaucoup de choses à son niveau, collectivement et individuellement parlant, parce qu'il y a le Milan AC et l'Inter qui sont bien en place. Aujourd'hui, le Milan AC est en train tout simplement d'émerveiller tout le monde du football de par ce que sont en train de faire Ibrahimovic, Rafael Leao et autres. Aujourd'hui, j'ai quand même envie de mettre la lumière sur un jeune joueur, Franck Yannick Kessié, l'Ivoirien. L'Ivoirien qui fait partie des meilleurs milieux de terrain. Aujourd'hui, qui fait quand même partie des meilleurs milieux de terrain au monde. Même s'ils sont aujourd'hui moins cotés, c'est vrai. Mais ce jeune est en train de faire beaucoup de travail, énormément de travail. Il a une gâchette très facile, surtout très technique devant les pénaltys. Ah oui, c'est un exercice auquel, franchement, il est très très bon. Hein. Il est très bon. Il n'y a pas que Neymar et Hazard qui savent marquer des pénaltys. Évidemment, donc il fallait faire la lumière sur ce jeune-là. Ah oui. Vivement Franck Kessié. Vivement qu'il évolue. International ivoirien. Il faut le préciser. Pourquoi pas, dans les années à venir, aller un peu plus haut, comme un certain Yaya Touré qui a connu les grands clubs européens, qui a gagné beaucoup de titres en tant que milieu de terrain, sans oublier un certain Seydou Keita, le Malien également, qui a fait une très bonne carrière du côté du FC Barcelone. Alors, on parle de cette Serie A italienne, la 20e, avec le classement. On a Milan AC leader avec 46 points, 44 points pour l'Inter Milan. Troisième, nous avons l'AS Roma, 40 points. La Juve est au pied du podium avec 39 points. La Lazio Rome est 5e avec 37 points et figurez-vous que dans la semaine, il y aura un match Juve-AS Roma. En tout cas, ça va être intéressant entre les deux clubs. CR7 est le capo canoniere de la Serie A. 15 réalisations, 14 pour Lukaku et puis 13 pour Ciro Immobile. Ça ne menace pas derrière. Ah oui, ça bouge, hein. Ça bouge. Et Ibrahimovic est frustré. Hein, il n'est pas loin. Voilà d'ailleurs pourquoi il s'en est pris la dernière fois à Romelu Lukaku. Le frustré. Nous bouclons justement les majeurs avec... Monaco le champion. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. 22e acte de la Ligue 1 avec les résultats suivants. Monaco qui bat Nantes 2-1. La première défaite de Raymond Domenech, justement à la tête de cette formation nantaise. Ça fait 19 points pris pour les Monégasques sur 21 possibles. Cette équipe de Niko Kovac. Le travail, Franck Lungama, c'est bon pour lui, ça va, clopant. Oui, il est en train de revenir avec un Kevin Volland qui lui répond très bien. Avec Ben Yedder. Voilà, donc c'est un joueur qu'il a fait venir de l'Allemagne, il le connaît, c'est un joueur qu'il a eu, donc aujourd'hui, il répond si bien et ça permet à Monaco quand même de revenir dans la course. Voilà, cette victoire sur Nantes 2-1. Vous parlez de la course, Monaco peut jouer le titre. Bon, être peut-être dans le top 3, qui sait. Jouer l'Europe. Oui, jouer l'Europe, parce que cette équipe a les moyens, même si c'est des jeunes joueurs. Oui. Je crois qu'il y a des joueurs qui ont la trempe internationale dans le groupe et qui peuvent faire l'affaire comme Sidibé, par exemple, qui a d'ailleurs donné de bien sûr. Je pense que le travail continue. J'espère qu'on va lui laisser le temps parce que le président du club monégasque
ne fait pas partie des présidents les plus patients comme Roman Abramovich. Donc, pour le moment, c'est bien, ça va bien, on peut le dire, pour cette équipe. Il y a également Saint-Etienne qui a gagné 1-0 grâce à Charles Labi, Togolais d'origine, bien sûr, même si, il est français. Il est sorti rentré du banc. Il est rentré à la 81e minute, il marque à la 88e. Ah oui, c'est un super coaching gagnant pour la formation justement de Claude Puel. Lyon qui bat Bordeaux 2-1. Et puis Lille qui épingle justement la formation de Dijon 1-0. Puis nous ne pouvons pas passer sous silence la défaite du Paris Saint-Germain, la 5e de la saison. Ah oui, avec ce rythme-là, Paris sera toujours champion? Probablement oui. Même avec 5 défaites. Ouais. À 22 journées. C'est la première. C'est une première. C'est vrai, c'est une première. C'est rare de voir le Paris Saint-Germain perdre 5 matchs à 22 journées du championnat. Mais je doute encore sur la concurrence par rapport aux autres clubs. Pour vous, Paris sera champion? Non, je ne veux pas. Je n'ai pas envie de le dire. Ah, d'accord. Non, il faut le dire, il n'y a pas de club qui puisse. Peut-être Lyon et Lille qui. Mais bon. Aujourd'hui, Lyon fait office quand même de concurrent. Sérieux? Si on voit ce que Lyon est en train de faire avec toutes ces victoires et toutes ces performances, ce trio Tino Kadewere, Memphis Depay et Karl Toko Memphis Depay et tous les autres. Surtout que Lyon n'a que la Ligue 1 également. Oui, elle doit se concentrer, n'est-ce pas, véritablement sur cette le championnat. Ligue-là. Si le Paris Saint-Germain avec cet effectif amoindri aujourd'hui va se concentrer aussi sur la Ligue des Champions et sur la Ligue 1, ce sera quand même très difficile. Mais à la fin, je pense que... Vous restez convaincu que le Paris Saint-Germain sera champion. Vous l'avez dit finalement. On va terminer avec ce qui s'est passé à Marseille. C'est quand même invraisemblable. On a eu plusieurs interpellations, un groupe de 300 à 400 supporters, pseudo-supporters, qui se sont rendus du côté de la commanderie, qui ont brûlé beaucoup de choses, des jets de projectiles par-ci, par-là. Tout ça là pour critiquer tout ce qui se fait du côté du staff technique de Marseille et du board. Quelle interprétation vous donnez à tout ça? Ce sont des supporters qui peuvent agir de cette façon quand le club va mal? C'est très difficile de pouvoir dire qu'ils sont des supporters, mais c'est ça aussi Marseille. On est habitué à ça du côté de Marseille. On sait que ce sont quand même des supporters qui sont très exigeants, voire même trop exigeants. Comme vous voyez, quand sur 2-3 matchs déjà et les résultats ne sont pas bons, les banderoles sortent tout de suite. Messieurs, dégagez, vous êtes des moutons, vous êtes ci, vous êtes ça. C'est très difficile et quand vous êtes joueur et que ces gens-là sont supposés vous supporter dans des moments difficiles et que derrière, ce sont ces gens-là qui se mettent à vous insulter. Ça sape le moral. Des scènes de violence, on parle de 25 interpellations, 7 policiers qui ont été blessés, 3 véhicules de police endommagés. Et apparemment, le véhicule de Dimitri Payet également qui a été incendié et le joueur est rentré à pied. Vous comprenez tout simplement que cette atmosphère n'est pas du tout bonne à vivre. C'est pas du tout bon à vivre. Et derrière, c'est André Villas-Boas qui dit qu'à la fin de la saison, qu'il va partir. Et pour moi, c'est tout simplement regrettable si vous voyez ce que le... Il ne doit pas agir de cette façon. Il ne doit pas... Il y a 1000 moyens pour pouvoir revendiquer ce qu'ils veulent, ces supporters-là. Soit ne pas aller, même si on sait que du côté de la France également, un nombre assez restreint de supporters qui va maintenant... Dans les stades. Dans les stades, même si c'est... Mais ils ont Marseille dans le sang. Ils ont Marseille dans le sang. Il va falloir qu'ils essayent également de se maîtriser. De maîtriser un tout petit peu leur envie là. C'est bien vrai d'aller supporter les joueurs, mais il va falloir également savoir que ces joueurs-là ont également des sentiments. Et Marcotte qui réagit avant de retrouver Franck Lugnama, ces agissements irresponsables et inacceptables doivent être condamnés avec la plus grande sévérité. L'Olympique de Marseille possède tous les éléments de preuve. Et ensuite, on continue. Jacques-Henri Hérault, le président, qui dit 300 salariés sont ce soir en état de choc. Et quelque part, il nous dit ce qui s'est passé cet après-midi appelle la plus grande sévérité pour ces fauteurs de troubles qui se prétendent supporters, mais détruisent des installations et menacent les salariés. Steve Mandanda qui dit cela fait 13 ans que je suis joueur à l'Olympique de Marseille. Je connais tout de ce club. Je sais l'amour
et la frustration qu'il peut susciter. Ces scènes de violence n'ont pas raison d'être. Et puis on termine avec Alvaro González. Suivez, messieurs. Je suis venu à l'OM pour son histoire et la passion qui l'entoure. Cette ville est merveilleuse. Nous aimons tous ce club, mais ce que nous avons vécu aujourd'hui ne doit plus jamais se reproduire. Ils ont raison quand on est, on va dire, le propriétaire du club, Franck Marcourt, ce qu'il dit, c'est raisonnable. Quand on est le président, Jacques-Henri Hérault, c'est normal. Quand on est Mandanda, quand on fait partie des cadres de cette équipe, celui-là même qui est le plus d'expérience au niveau de l'effectif, c'est raisonnable. On comprend parfaitement la désolation, la frustration, la colère des supporters parce que Marseille, c'est un peu comme Semassi ici. C'est un club identitaire et qui, chaque fois, chaque semaine, veut que le club gagne, veut que le club engrange des points. Si ce n'est pas le cas, dès qu'il y a des défaites qui pointent à l'horizon, comme l'a dit Delano, vous allez voir des banderoles qui sortent, voilà. Donc, ils sont frustrés, ils sont supporters, ils ont Marseille dans le sang. Mais vous condamnez ce genre d'actes. Mais ces actes de violence inouïs, au point où le match programmé contre Rennes soit reporté. C'est quand même, on va dire, du hooliganisme. Voilà. Et même on peut parler d'autres choses. Et ils n'ont pas besoin de ça. Ce sont des voyous? Ils n'ont pas besoin de ça. Bon, je ne sais pas s'ils sont des voyous. Ils n'ont pas besoin de ça pour montrer effectivement qu'ils sont supporters ou bien qu'ils ont Marseille dans le sang. Ils avaient d'autres moyens peut-être de le faire, mais ils sont allés au-delà de toutes les possibilités qui leur sont données. Maintenant, la loi va frapper. Ah, c'est clair. Comme vous l'avez dit, la préfète de Marseille a dit, en tout cas, nous avons toutes les preuves, nous allons faire approfondir les enquêtes et la sanction ou les sanctions vont en tomber. En tout cas, Marseille-Rennes, ça n'a pas été disputé. Et on va rappeler justement le classement de cette Ligue française avec Lille, désormais nouveau leader du championnat avec 48 points, suivi par Lyon, 46 unités, 45 pour le Paris Saint-Germain, 3e. L'AS Monaco est 4e avec 42 points, 36 dans la JBCR de Rennes. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Mbappé, 14 réalisations, 12 pour Boulaïdia et puis 11 pour Memphis Depay. La 23e journée se poursuit. Mercredi, on aura Monaco-Nice, le derby de la Côte d'Azur. Lens qui reçoit l'Olympique de Marseille. Dans quel état d'esprit? On attend de voir. Et le Paris Saint-Germain qui tentera de se relancer face à Nîmes. Voilà, en ce qui concerne toutes les infos foot en Europe, et on va vous donner justement, chers auditeurs, l'occasion de nous rejoindre dans l'émission pour partager justement vos avis et commentaires concernant tout ce qui a été fait durant le week-end. 92 03 60 31 97 24 26 26. Bonjour auditeurs. Bonjour monsieur Angelo Polico. Padé-nous, comment vous allez? Le Real ne va pas bien, donc je ne vais pas bien. Oh là là, le Real vous a habitué à ça, non? Oui. Bon. Cette partie, je ne pense pas au titre. Ah bon? Le Real va mal, je ne pense pas au titre. C'est cuit pour le titre? Oui, c'est cuit pour le titre. C'est cuit pour le titre, d'accord. Mais beaucoup de courage à vous. Je ne peux pas laisser les vieillards et compter sur les jeunes. Oui. Aujourd'hui, si vous prenez Théo Hernandez, Rebouillon, et Achraf Yekini et Joseph Rodriguez, ils font du bon boulot de l'autre côté. Ils sont tous partis. Oui, ils sont tous partis. Et ils veulent compter sur les anciens, mais c'est ce qui est dommage. Mais on dit souvent que c'est avec la vieille casserole qu'on sait faire de bonnes sauces. On ne refuse pas, mais à un certain moment, il faut libérer les anciens, peut-être les jeunes, pour renouveler l'équipe, quoi. D'accord. On suivra de toutes les façons les sorties du Real Madrid. Merci beaucoup. Merci, bonjour. À bientôt, K.O. Carré. On va prendre un autre auditeur, Théo qui s'affaire de l'autre côté. 92 03 60 31 97 24 26 deux fois. Bonjour auditeur. Bonjour monsieur. Comment vous portez-vous? Très bien. Le petit nom s'il vous plaît? C'est Papa Até. Papa Até, oui. Papa Até, ça veut dire que vous êtes supporter de l'Atlético de Madrid. Oui, vraiment. Mais c'est rare, hein? C'est assez rare pour être souligné. Qu'est-ce que vous aimez chez cette équipe-là? Vraiment, vous savez, moi j'aime l'équipe quand on le gagne, soit il gagne, bon, il garde toujours le sang-froid. D'accord. Quoi qu'il arrive, même à la dernière minute, il arrive à gagner. Waouh. Et derrière, bon, il n'y a pas à paniquer aussi. Donc j'aime ça, surtout le coach. Oui. Oui, je l'aime vraiment parce que vous aimez son caractère, c'est ça? Vraiment. Mais qu'est-ce qu'il a souvent apporté tout en noir là? Il est souvent tout en noir. C'est quoi son secret?
Non, c'est la couleur préférée. Préférée, donc. Ah d'accord. Et l'ATM ou bien l'Atlético est leader du championnat d'Espagne. Hein. Oui. Largement en tête. Hein. En tête, vraiment. C'est bon pour cette année, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon. Et j'espère même que l'année prochaine, on fera encore plus mieux. Ah, vivement. Bonne chance à vous alors, Papa Até. Merci. À très bientôt, merci de la fidélité. À très bientôt. On va prendre un autre auditeur qui rejoint l'émission. Bonjour. Allô? Bonjour. Ouais, bonjour, c'est Kouché Yao d'Akoresewa. Oui, mon cher Yao, comment ça va, Koresewa? Ça va très mal. Ah bon? Oui, parce que le Real ne va pas bien. Oh là là. Non, mais c'est un accident. Oui. Monsieur Romeo. Non. C'est Angelo. Oui, mon cher Kouché. On doit revoir notre équipe, le Real Madrid, là. Ah bon? À quel niveau? À quel niveau? Il y a des vieux joueurs chez nous. Ah bon? Au milieu de terrain, en défense? Oui, au milieu de terrain. Ils doivent tous changer. Et surtout le président, il ne nous donne pas la scène de payer d'autres joueurs. C'est pas bon. Vous n'êtes pas d'accord. Vous allez faire une marche pour ça? Le titre là, c'est déjà parti. Le titre là, c'est déjà parti pour cette saison. Mais à la saison prochaine, il faut que le président réfléchisse de payer des jeunes joueurs. D'accord. Dans 2 ans, 3 ans, vont intégrer le groupe et puis le Real va être le Real que nous avons connu les années passées. Ah oui, ils sont en train de vouloir récupérer Mbappé. Pourquoi pas avec d'autres joueurs? Ça peut arriver, on ne sait jamais. Je vous salue tous. Merci, Kouché. Le gars de Tokoré, votre confrère. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. On va continuer justement à récupérer les auditeurs. Il est là. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui, le nom? C'est l'abbé. L'abbé, oui. Comment tu vas? Je me porte bien. Ah, d'accord. Tu veux... Oui, oui, tout le monde te salue également. Comme il y a de cela 3 semaines, je l'avais déjà prédit. Le Real ne va remporter aucun titre. Bon, on n'est pas encore à la fin de la saison, mon cher l'abbé. Bon. C'est déjà cuit? C'est déjà cuit? C'est déjà cuit? C'est déjà cuit. Oh là là. Même la Ligue des Champions, c'est pour bientôt, on va nous dégager encore là-bas. Mais attends, les autres supporters du Real ne seront pas d'accord avec toi, hein? Ils ne sont pas d'accord, mais c'est une pure réalité qui se passe. D'accord, ok. Oui, on arrive, on ne produit rien. On est là, c'est sur les individualités, c'est vraiment le Real, ça pue. Il n'y a rien, il n'y a pas de collectif, il n'y a pas de jeu, rien du tout. Ça ne peut rien apporter. Ça ne peut rien apporter. En tout cas, tous les Français là, on doit les dégager. Beaucoup de courage à vous, l'abbé. Beaucoup de courage. C'est pas facile. Et bonne suite de journée. Auditeur en ligne, bonjour. Vous êtes en direct dans l'émission. Bonjour. Ah oui, un petit souci pour le récupérer. Apparemment, il n'est pas là, Théo. On va continuer justement nos discussions. Il est là, Théo? Il est là. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angelo Polico. Oui, nous allons bien et vous? Oh, je vais super bien. Le petit nom, s'il vous plaît. Noël Deveau. Pardon? Noël Deveau. Oui, Noël de Vaughan. Comment ça va là-bas? Ça va très bien. Vous nous recevez 5 sur 5, hein? Oui, je vous recevrai. Merci. Je vous recevrai depuis pour moi. Merci beaucoup. Allez-y, Noël. Allez-y. Je suis passionné de la Liga. Oui. Je suis supporter de Barcelone. Ah, d'accord. Angelo, comme c'est beau de voir le football cette saison-là, parce qu'il y a des petites équipes qui remontent le niveau, ce qui fait mal à des grandes équipes comme Real Madrid, Barcelone et d'autres quoi. S'il n'y a pas cette envie de gagner, c'est-à-dire d'aller titiller les grandes équipes là, on ne verra pas la faiblesse de ces équipes là. Vous me recevez? Absolument. Donc, ça me fait plaisir. Il fallait des fois dire la vérité que bon, il y a de bonnes choses qui se passent dans le football actuellement. Oui. Maintenant, voilà que si bien qu'il y a un très grand point de différence entre l'Atlético Madrid de Barcelone et le Real Madrid, il ne fallait même pas oublier qu'il faut toujours jouer avec l'expérience. Oui. Parce que il s'est passé des moments où ces équipes ont renversé la situation. Il faut toujours continuer par gagner les points. Je veux parler de l'Atlético Madrid, gagner les points chaque match pour pouvoir garder le niveau là. Et à la fin de la journée, soulever le trophée. Dans le cas bon, nous sommes derrière. Avec trois matchs gagnés successivement et 3 nuls comme ça, aux côtés de l'Atlético Madrid, on peut
les rejoindre facilement. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est possible. Merci donc, beaucoup, mon cher Noël. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. On se donne rendez-vous la prochaine fois. Même à bientôt. À très bientôt. D'accord. À très bientôt. Merci beaucoup. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Angelo. Oui, Faustin? Oui. Élevez la voix, donnez un peu de volume à votre voix, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur Angelo. Voilà, Faustin. comment vous allez? Je vais bien, je vais bien. Et Agbalé-Pédo? Dans le quartier du département, je suis au participant encore en Cameroun. Ah, d'accord, oui. Je salue tous ceux qui sont avec vous là-bas. Oui. Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec la violence, mais souvent, il faut juger aussi la gestion de club. C'est ça. Voilà. Vous pensez que s'il n'y avait pas de Covid, côté Barça ou Real, le supporter là-bas n'avait pas créé des mais Faustin, est-ce que la violence est la seule solution pour revendiquer? Non, mais ça fait mal. Moi, je suis d'accord avec vous. La violence, c'est pas bon, je suis d'accord. Mais ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu parles le cas de Marseille, oui. Depuis on parle de projet quoi, champion quoi, là, depuis là, on est où avec ce projet-là? Ouais, champion projet. Mais Faustin, dis-moi, quand on gagne ton Barça, là, est-ce que tu ne manges plus? Tu manges, non? Je mange, mais vraiment, ça fait mal. Dis-moi, Angelo. Le supporter vient de quoi? Le supporter vient de victoire. Je vois. Est-ce que nous, le supporter, on a besoin de quoi? Mais Faustin, le football, c'est trois choses. C'est le match nul, c'est la défaite ou la victoire. On a besoin de 3 points et puis ça s'arrête là. Mais c'est pas facile. C'est pas facile aussi de gagner, hein? Non, mais quand je fais mal fait, ça fait mal, M. Angelo. N'est-ce pas? Là, je suis... D'accord. On ne peut pas comprendre ça. D'accord, on a compris. Non, quelque part, je me mets la place des supporters de Marseille. Oui. Quand je fais mal fait, ça fait mal. D'accord, c'est bien noté, on a compris, Faustin. Merci, à très bientôt. Je pense qu'on va prendre le tout dernier. S'il est là, c'est bon. S'il n'est pas là, Théo, on va mettre fin aux appels. On va faire le tour de table pour le flop et le top du week-end. Ah oui, Théo nous fait signe qu'il va prendre le tout dernier. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur Angelo. Vous êtes... Noël de Bouquet. Oui. Allez-y rapidement, 30 secondes, s'il vous plaît. Ok. J'ai dit, je vais revenir sur les supporters de Marseille. Oui. De Marseille. Oui. Je dis, je vais dire que c'est illégal, quoi. Des fois, il fallait donner l'opportunité de supporter l'équipe dans ces moments de faiblesse. D'accord. C'est comme ça toujours dans toutes les équipes. Oui. Le Barça, il a été gagné par Bayern Munich 8-2, ça n'a pas été facile, mais quand même, on est toujours supporter. D'accord. Ils doivent continuer de supporter. D'accord. Merci, mon cher ami. Vous êtes le dernier. On va aller top au flop rapidement pour le week-end. Oui, rapidement, le flop, c'est quand même le Real Madrid. D'accord. Qui dégringole du classement. Oui. Le top, pour moi, c'est Luis Suarez. Qui est en train de... Voilà. Vous restez en Liga. Delanov? Moi, mon top, c'est quand même Mohamed Salah, qui, d'accord, depuis 4 saisons déjà, prouve qu'il est véritablement un artificier, et encore à la tête des meilleurs buteurs du côté de la Première Ligue, avec 14 réalisations déjà cette saison. Et puis le flop, c'est tout naturellement Zinedine Zidane, qui donne toujours cette possibilité-là à la colonie française au niveau du Real Madrid d'être sur la pelouse sans rien faire avec un Ferland Mendy qui véritablement, pour moi, n'est pas meilleur que Reguilón, par exemple. Franck Lugnaman. Et le flop, c'est le Real. Le top, pour moi, c'est Monaco. C'est de remonter la pente. Merci, messieurs. Ça a été un plaisir. Vincent? Merci, Angelo. Ça a été un plaisir, tout simplement. Voilà. Vous voulez saluer quelques personnes? Pendant ce temps, Théo nous permet d'écouter la belle mélodie de Corneille. Ceux qui reconnaissent la voix. Voilà. À tout le monde et surtout à maman à la maison. Voilà. Bonjour maman. Franck Lugnaman. Aux inconditionnels de cette émission, excellente semaine. Ah oui, on dit bonjour à tous ceux qui sont sur la plateforme Fan PFE. Coucou spécial à Fifi, à Sogbavi, à Yvette Clousset, à Evelyne Benyedi et puis à Sika Rovi. Merci Eloma Devant, mille merci également à Théo Javon, à tous ceux qui nous ont suivis également sur la page Facebook de l'émission. On se donne rendez-vous lundi, toujours avec le même plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de nous. Et alors, on se dit quoi? Une belle semaine et surtout, c'est un mois de février, hein, c'est ça? Oui, c'est un mois de février. Qui vient avec la Saint-Valentin. Ah, ben voilà, il a lâché le mot. Mais bonne fête par anticipation. Surtout que la Saint-Valentin, pour nous les hommes aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions. Merci beaucoup et à très bientôt. Ciao, ciao.